Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue pour cette rencontre avec Monsieur Mathieu Bellesi, romancier, auteur de Attaquer la Terre et le Soleil, paru aux éditions Le Tripode, qu'on a aussi le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Donc nous allons avoir un entretien avec des lectures. On a le grand plaisir d'accueillir Charles Berling, qui va venir lire 2 chapitres du roman de Mathieu Bellesi. On l'attend, il ne devrait pas tarder. Donc juste avant, un petit mot sur vous, Mathieu, si vous le voulez bien. Donc, vous êtes romancier, lauréat du prix Le Monde pour Attaquer la Terre et le Soleil. Et dans votre actualité littéraire, je précise que Le Petit Roi, qui est votre premier roman, est réédité là, en mars. Il est sorti, je crois. Aujourd'hui, voilà, au Tripode. Donc je vous inviterai à vous le procurer également avec Attaquer la Terre et le Soleil pour l'avoir. Voilà. Donc on va commencer par une petite lecture du premier chapitre par Monsieur Charles Berling. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. On y va ? On y va. On y va. On commence par une lecture, ça sera un peu plus simple après de parler du livre. Ouais, vous allez entendre ça. On m'entend là ? J'ai pleuré. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer quand nous sommes arrivés et que nous avons vu la terre qu'il allait falloir travailler. Sainte et sainte Mère de Dieu, des jours et des jours de voyage à descendre la Seine et la Saône et puis le Rhône sur des bateaux plats comme d'un main tirés par des chevaux qui prenaient leur temps. Vous pouvez me croire, pendant que les hommes aux arrêts des écluses couraient faire ripaille dans les auberges et que nous autres, pauvres femmes, profitions de ce répit pour changer de linge et torcher nos enfants, des jours et des jours, je vous dis, jusqu'à ce que nous finissions par apercevoir la mer et sa lumière éblouissante qui claquait comme un drapeau au-dessus du port de Marseille. Sainte et sainte Mère de Dieu. Et c'est dans un lazaret qu'on nous a parqués, nous autres naïfs migrants, et nous étions bien 500 là-dedans, 500 à chercher la frégate Labrador qui n'était pas à quai et qu'il a fallu attendre une bonne semaine, 500 à tromper notre impatience en déambulant dans les rues de Marseille, à s'attabler aux terrasses des cafés balayés par le Mistral, à lécher les vitrines des magasins de nouveautés jusqu'à ce qu'on nous annonce l'arrivée du bateau et qu'enfin nous puissions embarquer avec nos malles et tout un fatras de meubles et de quincailleries. Sainte et sainte Mère de Dieu, des jours et des nuits de traversée sur ce Labrador qui tanguait comme une coquille à se tenir le ventre et à vomir tous nos boyaux avant de poser les 2 pieds sur la terre d'Algérie, d'écouter les beaux discours d'un commandant. Soyez sûrs, braves gens ici rassemblés, que le gouvernement de la République veillera sur vous comme un père veille sur ses enfants, le jour comme la nuit. En toute occasion, il sera là pour vous donner un coup de main. Quoi qu'il arrive, ne désespérez jamais du gouvernement de la République. Il a les yeux grands ouverts, l'oreille aux aguets de la moindre de vos plaintes, et il fera tout ce qui est en son pouvoir, absolument tout, pour que la rude besogne de chacun soit récompensée à son juste prix. Parce que vous êtes la force, l'intelligence, le sang neuf et bouillonnant dont la France a besoin sur ces terres de barbarie. Et que cette force, cette intelligence et ce sang neuf sont infiniment précieux. Les beaux, les émouvants discours suivis comme il se doit de roulements de tambours et d'applaudissements. Vive la France! Vive la France! Avant d'être partagés en 2 groupes pour rejoindre au plus vite 2 colonies agricoles tracées à l'aveugle par quelques fonctionnaires de malheur et de quitter enfin Beaune
sur les prolonges de l'armée et de suivre une route, que dis-je, un vague chemin à travers champs et rocailles, sous le regard mauvais de gamins crasseux, de femmes cachant leurs bas instincts sous des guenilles criardes. Ne les regarde pas, Caro. Et avec mes paumes, je bouchais les yeux de mes enfants, de peur qu'une de ces harpies leur jette un sort. Mais maman, on veut voir. Vous avez bien le temps. Pendant que des chiens tout en os hérissaient les mauvais poils qu'ils avaient encore sur le dos et montraient leurs crocs pourris et aboyaient en reniflant l'odeur vinaigrée des soldats. Et il en a été ainsi toute la journée, jusqu'à ce que notre capitaine, perché sur son cheval, lève un bras au-dessus de sa tête et ordonne « Halte !» C'était le soir. Le silence du ciel s'assombrissait à ses quatre coins, et derrière notre colonne, l'horizon était noir de nuages qui se chevauchaient, grimpaient les uns sur les autres pour mieux voir ces gens débarquer sans crier gare. C'était le soir. Mais il faisait encore jour, et, dans ce jour qui se mourait, on a vu les tentes militaires alignées sur au moins 5 ou 6 rangs, et on a compris que c'était sous la toile militaire de ces tentes qu'il faudrait vivre. Jusqu'à quand, Sainte Mère de Dieu, jusqu'à quand qu'il faudrait s'abriter du soleil et de la pluie et du vent sauvage gonflé de rugissements, et non pas sous le toit rassurant des maisons que le gouvernement de la République nous avait promises, qui seraient un jour construites, oh, qu'on se rassure, un de ces jours prochains. Mais qu'est-ce que ça voulait dire, un de ces jours prochains? Qu'est-ce que ça voulait dire? Ne savions-nous pas que les jours et les semaines et les mois ne comptaient pour rien dans le temps de cette Afrique de malheur? Il a fallu partager la tente avec une autre famille, des gens d'Aubervilliers, tout autant rompus de fatigue que notre famille pouvait l'être. Henri, moi et nos 3 enfants, ma sœur Rosette et Louis, son mari, qui toussait sans arrêt parce qu'il avait les poumons fragiles et que la poussière du voyage ne lui avait pas fait du bien. Ensemble, nous avons mangé les rations que les soldats distribuaient. Des feux avaient été allumés aux abords du camp et des gardes armés veilleraient jusqu'à l'aube sur notre sommeil, nous avait promis le capitaine. Qu'est-ce qui pourrait nous menacer, capitaine? Tout, mes amis, tout ce qui rôde, rampe, grogne, des bandes de pillards jusqu'aux vipères à cornes, en passant par ces lions du désert qui pullulent dans la région. La nuit est venue plus vite qu'elle ne vient en France, elle est tombée d'un coup. S'est étalée comme une flaque d'encre, noire, agitée, grouillante de bruit qui effrayait les enfants. Caroline, surtout, réfugiée en tremblant contre mon ventre. Pendant que mes 2 garçons, allongés, tête bêche sur des couvertures, se retournaient sans cesse en questionnant. « Maman, est-ce que papa dort ?» Je n'en sais rien. Mais je savais bien qu'Henri ne dormait pas. J'imaginais qu'il avait comme moi les yeux grands ouverts et qu'il commençait à se poser les questions que j'avais posées tant de fois avant de partir, des questions qu'il n'écoutait pas à l'époque, des questions qu'il balayait d'un revers de la main parce que c'était pour lui des questions de bonne femme et que ce n'était pas avec des questions de bonne femme qu'on allait de l'avant. Mille dieux, non. S'exclamait-il en lissant sa moustache qu'il avait drue et pas toujours aimable. Il était loin le paradis que le gouvernement de la République nous avait promis. Et on n'était pas près de l'atteindre, nous tous entassés sous les tentes militaires au milieu de nulle part, dans ce trou perdu que l'autorité militaire avait osé appeler colonie agricole. On n'était pas près de l'atteindre, et peut-être qu'on ne l'atteindrait jamais. Ce paradis tant vanté, peut-être qu'on ne l'atteindrait jamais parce qu'il n'existait pas, qu'il n'avait jamais existé et qu'il n'existerait jamais, tout au moins pas pour des gens comme nous. Malgré moi,
J'ai senti mon cœur se serrer, ma poitrine se gonfler de tout le désespoir qui soudain me submergeait. J'ai serré les poings pour retenir les sanglots qui me secouaient. Mais à quoi bon ? Les larmes qui s'accumulaient sous mes paupières avaient besoin de sortir, de couler, de se répandre sur mes joues à vif. Alors, j'ai pleuré, le visage enfoui dans le silence du traversin qui avait encore l'odeur du Labrador, affolé par le poids de cette trop grande solitude, trop grande, trop lourde, trop douloureuse pour moi. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Sainte et sainte Mère de Dieu. Au matin qui filtrait à travers la toile de tente était gris. C'est un bruit de gamelle qui m'a réveillé. Et aussitôt, j'ai enjambé les corps endormis et je suis sorti pour voir un peu à quoi pouvait ressembler cette colonie agricole. Des deux mains, je me suis frotté le visage, que j'avais tout chiffonné, et j'ai regardé en écarquillant bien grand mes yeux de Française, tournant 3 fois sur moi-même, en cherchant quelque chose qui puisse attirer mon regard, me réconforter, chasser le poids de cette angoisse qui me coupait presque la respiration. Mais je n'ai rien trouvé. Et si je n'ai rien trouvé, c'est parce qu'il n'y avait rien à voir. Rien, je vous dis, rien, absolument rien. Des broussailles, de la rocaille et des nuages si bas qu'ils donnaient envie de disparaître sous terre. Et puis devant moi, cet alignement sinistre de tentes militaires qui n'avaient pas plus leur place dans ce désert qu'un cheveu dans une assiette de soupe. Je me suis avancé entre les tentes, étouffant, écoutant les ronflements des dormeurs et les gémissements des enfants plongés sans doute dans des rêves d'autrefois, ce qu'ils avaient l'habitude de faire du temps pas si lointain où ils jouaient sous les préaux des cours d'école. J'ai frissonné, prise dans une rafale de vent si froid que je me suis réfugié plus étroitement dans la laine qui me couvrait les épaules. J'ai levé la tête, observé ce ciel menaçant. Ce n'était plus le temps d'hier. Quelque chose avait changé. Il faisait froid. Les nuages noircissaient à vue d'œil et ne tarderaient pas à crever au-dessus de nos têtes. Au fond du camp, 5 ou 6 soldats étaient debout, eux aussi. Ils rallumaient les feux pour la cuisine, préparaient des marmites où nageait un brouet de viande, d'os et de pommes de terre. Des pots de café fumaient déjà et répandaient dans l'air une odeur que je connaissais bien. « Vous voulez du café, ma petite dame ?» Je me suis approché et un soldat m'a tendu une timbale en fer blanc dans laquelle il venait de verser un fond de café, enfin un liquide noirâtre qu'il appelait café, qui en avait l'odeur mais pas le goût, et que j'ai bu quand même parce que c'était chaud, et que ce chaud m'a fait du bien tout au fond de mon corps, là où pesait comme un morceau de glace l'angoisse qui ne me lâchait plus. Je l'ai remercié et j'ai continué mon chemin, laissant ces soldats commenter ma visite avec des mots que je préférais ne pas entendre. L'un d'eux a éclaté de rire et à ce moment-là, je me suis retourné avec une espèce de rage qui m'était soudain montée au visage et qui était, je le sentais bien, tout près d'éclater. « Qu'est-ce qui vous fait rire ?»« C'est pas de vous qu'on se moque, madame. C'est pas de vous, » a répondu le soldat qui avait ri. J'ai haussé les épaules et j'ai continué mon chemin. Il commençait à pleuvoir, de grosses gouttes froides claquaient sur la toile tendue des tentes. J'en ai reçu 2 ou 3 en plein visage et je me suis penché en avant pour éviter les autres. Les bras serrés autour de ma taille, les ongles enfoncés dans les paumes de mes mains pour faire passer cette rage qui ne servait à rien. Merci beaucoup. Merci infiniment Charles pour cette magnifique lecture de ce premier chapitre donc d'Attaquer la terre et le soleil. Donc c'est la voix de Séraphine qu'on a entendue. Séraphine étant la mère d'une famille de colons
à qui la France a promis l'Éden presque. Alors le mot promettre, les promesses est revenu deux ou trois reprises dans la lecture, dans les quelques pages qu'on vient de lire. Déjà les désillusions, alors qu'ils sont à peine en train de traverser la Méditerranée. Alors on se situe, c'est le milieu ou milieu fin du 19e, c'est ça? Oui, très exactement 1848. Voilà. Okay. 1848. Vous nous direz peut-être pourquoi, très exactement? Non, parce que j'ai pris appui sur le récit d'un colon de cette époque-là, qu'on appelait le Grand Eugène, qui a servi d'ailleurs au roman posthume de Camus. Dans Camus, le premier homme, il y a quelques pages sur ce colon qu'on appelait le Grand Eugène, et qui a passé toute sa vie de 48 jusqu'au début du XXe siècle en Algérie, en perdant une grande partie de sa famille d'ailleurs. Donc c'est un roman à deux voix. Là, on a entendu Séraphine, donc cette mère pauvre qui justement qu'on a envoyée, qui a accepté aussi de partir pour cette colonie agricole. Il y aura aussi la voix du soldat qu'on entendra peut-être tout à l'heure. Alors, tout d'abord, ce n'est pas la première fois que vous abordez le sujet de la conquête de l'Algérie par les troupes françaises. Vous en êtes même à votre 4e roman. Oui. Oui, c'est ça. Il y a eu Les Vieux Fous, C'était notre terre, Un faux pas dans la vie d'Emma Picard, et je précise qu'ils vont tous être réédités au Tripode cette année. Et donc ce 4e livre, Attaquer la terre et le soleil. Alors pourquoi ce thème au point d'en faire 4 livres? Mais je ne sais pas, enfin, je m'étais aperçu que la littérature française n'abordait pas du tout le sujet. On parle de la décolonisation. Il y a eu beaucoup de textes et beaucoup de romans écrits sur le sujet de la décolonisation, la guerre d'Algérie, mais jamais sur la conquête. Et je me disais pourquoi, mais le cinéma non plus d'ailleurs. Le cinéma n'a jamais montré la conquête, alors qu'il y aurait des films à faire. C'était une sorte de western. Et je me disais, mais est-ce que c'est trop difficile? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai eu envie d'essayer. Voilà. Et je me suis pris au jeu. Plus de ça, j'ai trouvé un style pour parler de ça, parce que je crois que j'aurais pas trouvé ce style particulier qui est sans vraiment de ponctuation. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte avec la lecture de Charles Berling, mais il y a un souffle comme ça, comme une musique presque. Voilà. Et c'est avec ce souffle et cette musique que j'ai écrit un premier livre, et puis que j'ai eu envie de continuer. Parce qu'évidemment, c'est une période quand même. Ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, c'est 8 ans. Mais on oublie qu'il y a quasiment 125 ans avant, quoi. Et il y a une toute autre histoire de l'Algérie coloniale. Il y a 40 ans de conquête et 40 ans de guerre. Et j'avais envie vraiment d'aborder ça avec la littérature. Et pourquoi deux voix alors? Pourquoi Séraphine et pourquoi le soldat? Non, en fait, j'avais commencé à écrire ce que j'appelais une nouvelle. C'est-à-dire, c'était effectivement la partie du soldat. J'avais cette voix-là du soldat qui était là, avec sa petite troupe dans le froid, dans l'hiver, sur cette terre hostile. Et j'avais écrit une nouvelle qui était parue dans une revue qui s'appelle AOC. Et je m'étais dit, est-ce que je continue à écrire des nouvelles, ou est-ce qu'avec ça, je pourrais faire un roman? Donc, j'ai cherché une autre voix. Et c'est la voix de Séraphine qui m'est venue, la voix de cette femme. Voilà. Mais j'ai eu beaucoup de mal, parce que j'avais écrit 2-3 pages et je la sentais mal, Séraphine. Donc je suis resté au moins 1 an en me disant, bon, tant pis, je vais peut-être arrêter tout ça. Puis d'un seul coup, sa voix est venue et je me suis mis à écrire. En 3 mois, j'avais écrit le roman. Alors je me disais, est-ce que ça peut faire un roman? Mais comment en même temps je relisais Si je t'oublie Jérusalem de Faulkner, et qu'il y a comme ça 2 histoires en parallèle, Les Palmiers sauvages et je ne sais plus l'autre titre. Ce sont 2 histoires complètement indépendantes, mais quand même qui ont un lien. Là, ce sont aussi 2 histoires complètement indépendantes, mais qui sont reliées par quelque chose de fort. Parce que, en fait, le colon ne peut pas exister sans l'armée, évidemment, qui les protège, tous ces colons. Et l'armée ne serait pas là si on n'avait pas eu l'idée de coloniser le pays. Voilà.
Donc le lien, il est là, en fait. Mais les deux personnages ne se rencontrent jamais. Alors il y a aussi un autre lien entre les deux personnages, effectivement, qui ne se rencontrent pas. C'est la certitude d'avoir été nourris, enfin, la certitude d'être dans leur bon droit. C'est-à-dire que cette conquête, c'est presque l'œuvre de Dieu, c'est la demande de... Voilà, on leur a promis monts et merveilles, la désillusion arrive, mais ils sont quand même dans cette certitude de faire du bien en civilisant les barbares, les indigènes, c'est un terme qui revient aussi. On les a nourris, on les a biberonnés à ça pendant des années. Oui, mais c'était pas propre à la France, hein. En Europe, d'une façon générale, on avait l'impression de posséder les lumières et que ces lumières, il fallait absolument les transmettre ailleurs, aussi bien en Amérique qu'en Afrique et en Asie. On était persuadés de ça. Enfin, dès qu'on quittait l'Europe, on entrait quasiment en barbarie, quoi. Voilà. Alors pourquoi l'Algérie, pas les autres pays qui ont connu la colonisation française? Ah oui, mais l'Algérie, c'est une colonisation très particulière. En fait, s'il y a autant de violence, c'est parce que c'est une colonisation de peuplement. C'est-à-dire on arrive là pour prendre la place des populations autochtones. Voilà. Et en Afrique, il n'y a eu quasiment que l'Algérie avec l'Afrique du Sud, c'est tout. La Tunisie, je ne sais pas, le Sénégal ou le Maroc, ce ne sont pas des colonisations de peuplement. Et là, il y a vraiment une vraie violence. C'est-à-dire qu'on prend la place de ceux qui étaient là, quoi. C'est-à-dire qu'on rasait les mosquées pour planter des églises. Voilà. Et si on construit des maisons, ce sont des maisons, enfin des immeubles à Alger, ce sont des immeubles haussmanniens. Il n'y a aucune référence à l'architecture locale. Voilà. On prend la place, on vole. Oui, c'est ça, on vole les terres. Hein, je suis désolé de dire ça, mais on a volé toutes les bonnes terres des populations autochtones pour s'en emparer et faire notre culture à notre façon. Donc ça m'intéressait beaucoup plus, effectivement, cette prise de pouvoir comme ça d'un pays d'Europe sur un pays d'Afrique. Parce que, comme je disais, la Tunisie et l'Algérie, c'est pas pareil. Ça reste encore une colonisation, je dirais beaucoup plus douce, même s'il y a eu aussi des atrocités, mais c'était un peu... Bon, on prenait les richesses, mais on se contentait de ça. Alors c'est un sujet effectivement difficile, épineux, vu le passé entre... C'est le fureur entre la France et l'Algérie. J'aimerais vous questionner sur la réception de ce livre, surtout quand on s'appelle Mathieu Bellesi et qu'on écrit sur toute une partie, comme vous dites, qui n'a pas été abordée encore. D'ailleurs, vous avez dit dans une interview que on ne peut pas comprendre ces 8 ans de guerre d'Algérie sans comprendre ce qui s'est passé avant, donc la conquête de l'Algérie. Mais bien sûr, enfin, on ne cesse de parler de cette guerre de décolonisation, mais comment réellement la comprendre si on ne sait pas ce qui s'est passé avant? Et on a encore du mal à en parler en France. Je cite toujours l'exemple d'un historien qui s'appelle Pierre Darmon, qui a fait une histoire de l'Algérie coloniale chez Fayard, en 2009, je crois que c'était sorti. C'était 1000 pages où il racontait de 1830 à 1945 ce qui s'était réellement passé. C'est un historien qui s'est documenté pendant 7 ans. Et son livre a eu une bonne réception auprès des libraires, mais il n'a eu aucune invitation radio, aucune invitation télé, et pratiquement pas de presse. Mais le livre s'est bien vendu en librairie. Et du coup, il a eu une édition poche chez Perrin. Et je me suis aperçu que cette édition de poche, ils avaient, on peut dire, censuré les 270 premières pages. C'est-à-dire dans l'édition de poche disparaissent le moment de la conquête, c'est-à-dire 1830-1870. C'est à peu près 270 pages. Et on en est là. Ce livre de poche est sorti en 2015. Et moi, j'ai eu à subir aussi, j'en parlerai pas, mais des censures aussi. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu envie de continuer et d'écrire. C'est parce que moi, plus ça me résiste, plus j'ai envie de continuer. Voilà. Je sais pas, on pourrait peut-être lire j'allais faire la transition. La deuxième partie. Oui. Vous allez voir, c'est très différent. Là c'est Raffine qui parle. Et là, vous allez voir un soldat qui est en action, si je puis dire. Oui, on allait parler justement, j'allais faire la transition. À la même époque, dans la fin des années 1840.
C'est bon là? Ouais. Oui, moi, je veux juste te dire avant de lire, je suis d'une famille pied-noir, donc je suis très sensible à la littérature. Ce que dit Mathieu est tellement important. C'est-à-dire qu'on nous a caché, enfin, on ne veut pas parler de 1830, 1870, et cependant, Mais parce que mes grands-parents qui sont arrivés, eux, au Maroc, mais aussi en Algérie, la famille, c'est-à-dire que le problème, c'est que les pauvres gens, parce que c'était des pauvres gens, il le raconte très bien dans son livre, ils étaient pauvres, donc on les envoyait là-bas, et ils se disaient, là-bas, on va devenir quelqu'un, en fait. Mais quand on leur dit, bon, en fait, tout ça, c'est assis, ça repose sur une horreur, ben c'est très compliqué, quoi, quand on est pied noir, de dire, ma vie est basée, au départ, sur quelque chose qui est une vraie spoliation. Donc moi, je suis habitué à composer avec mes cousins. Donc vous dites qu'il y a un refoulement quelque part? Même si je suis, mais vraiment, j'ai découvert, on s'est rencontrés il y a plusieurs années déjà à travers ses premiers bouquins, et pour moi, ça me touche infiniment. Mais c'est très compliqué à le dire aux pieds noirs d'abord, mais même à l'ensemble de la société. Écoutons ça. Ça s'appelle Bain de sang, là, ici, maintenant. Nous ne sommes pas des anges. Le capitaine n'a cessé de nous le brailler dans les oreilles et nous le braille encore. Vous n'êtes pas des anges. Pendant que le soleil dégringole derrière l'horizon et que montent au ciel les alouettes sorties des lentisques et des premiers nains. Et des palmiers nains, pardon. Bordel, m'entendez-vous quand je vous dis que vous n'êtes pas des anges ? Comme si nous étions sourds et débarqués de la dernière pluie, et encore tout empotés sous le joug du barda militaire, alors que depuis notre débarquement à Sidi Ferrouche, nous en avons fait du chemin, mis le feu au village, tranché des têtes, éperonné le ventre de pas moins de 100 000 femelles, et troué à la baïonnette combien de centaines de milliers de poitrines barbares. Combien ? En 15 ans de conquête sur ces terres de malheur, nous sommes bien incapables d'en faire le compte. Staweli, Fort-l'Empereur, Mascara, Constantine, le défilé des portes de fer franchies en musique, la prise de la Smala d'Abdelkader, les enfumades du Dara. Nous n'avons pas plus peur du Yatagan que des rugissements du lion du désert qui nous réveillent la nuit lorsque nous ronflons comme des ogres autour des feux de camp. Pas plus peur du soleil qui brûle les cervelles que de ces maladies africaines qui ne nous veulent pas que du mal. Qui ne nous veulent que du mal. Palud, chiasse, fièvre chaude. Vers Kabyle, bouffeur de boyaux, vent fanatique descendu des paradis de Mahomet pour ronger nos plaies jusqu'à l'os. Regardez-nous, peuple de gredins, engeance du diable, vous avez beau nous épier derrière les murs de vos gourbis, ricaner en montrant du doigt nos grolles rafistolées, nos pantalons rapiécés, nos chacos cabossés. Rien ne nous arrête et ne nous arrêtera jamais. Nous marchons comme un seul homme dans les rues coupe-gorge de vos villes et de vos villages, saccageons vos mosquées, vos casbahs, vos tombeaux, piétinons avec rage vos champs de blé, coupons à la hache vos orangers, oliviers, citronniers, amandiers. Tout ce qui peut nous servir de bois de chauffage lorsque nous campons à la belle étoile et qu'il fait froid et qu'il faut réchauffer nos pauvres guiboles fatigués. Nous détournons l'eau des sources pour nos gosiers assoiffés. Nous prenons de force vos chameaux, vos troupeaux de moutons, sourds à vos contorsions de désespoir, vos jérémiades de bonnes femmes, vos pleurs bien mal imités. Vous n'êtes pas des anges. Non, nous ne sommes pas des anges, capitaine. Et c'est bien pour ça que nous sommes encore en vie. Soldats du matin au soir et soldats la nuit. Fiers tous les jours de servir la France et d'exécuter vos ordres. Mais ce soir, nous n'en pouvons plus. Le vent s'est levé, il fait un froid de gueux, capitaine. Il est temps que la troupe trouve un abri pour passer la nuit. Un abri de murs bien épais. Même si ces murs sont faits de briques, de boue séchée et mal jointes, il est temps
d'allumer des feux, d'enfumer la couenne de nos carcasses et de manger, capitaine, de manger n'importe quoi, de dévorer à pleines dents ce qui peut bien nous tomber sous la main. Âne, mouton, chameau, peu importe la bidoche, cuite ou crue, ça nous est égal, pourvu que le sang chaud de la bête nous remplisse la bouche et coule et ragaillardisse nos jambes et nos bras qui ont trop fait la guerre, trop rasier, trop lutter au corps à corps, baïonnette contre yatagan. Il est temps de boire à plein goulot l'agneau de France, d'oublier pour une heure ce que nous sommes et ce que nous sommes en train de devenir, vautrer dans la paille ou recroqueviller sur un grabat de couverture qui empeste le suin de chèvre, laissant le feu de l'alcool faire son travail au plus secret de nos entrailles, là où se tordent en mille souffrances les corps de nos victimes, là où stagnent les remugles enivrant du sang répandu, là où s'accumulent les cris de bêtes des hommes et des femmes que nous passons au fil aiguisé de nos baïonnettes, laissant la brûlure de l'alcool faire son travail et emporter tout ça dans les caveaux bénis des oubliettes de l'histoire. Halte! Nous crie le capitaine. Halte, mes braves! Et il pointe le doigt en direction des nuages qui pèsent de tout leur poids d'un bord à l'autre de l'horizon et qui laissent si peu d'espace entre la terre et le ciel que nous nous demandons si nous aurons encore la place d'avancer debout, s'il ne faudra pas ramper sur les coudes dans cette chienne de poussière que le vent touille comme un brouet de sorcier. On ne passera pas, capitaine. Regardez bien, mes braves. On ne voit rien, capitaine. Il se tourne, campé comme un coq dans ses bottes de 7 lieues, capable d'atteindre les plus lointains des horizons. Il nous regarde en ricanant, agite son sabre au-dessus de sa tête pour réveiller sous le képi enfoncé jusqu'aux oreilles nos cervelles malmenées par le froid. Vous ne voyez pas le visage, vous ne voyez pas le village qui se profile au bout de mon doigt? Non, capitaine. Nom d'un bordel, seriez-vous tous devenus bigleux? Il nous tourne le dos, se remet en marche en sabrant à gauche et à droite les touffes d'alpha. Suivez-moi sans broncher. C'est pourtant là qu'on va dormir ce soir, même si vous ne voyez encore que des nuages. Et nous suivons. Ces bottes de pachyderme, le fusil sur l'épaule, des couvertures enroulées autour de nos poitrines grelottantes, aidant nos malades à faire encore ce kilomètre qui nous mettra, soi-disant, à l'abri, alors que le froid est à chaque pas plus intense et qu'il nous déchire les yeux et nous brouille la vue de larmes qui ont, en coulant sur les lèvres, ce goût d'amertume que nous connaissons bien. Et puis, nous finissons par le voir, ce foutu village. Nous le voyons se dresser et onduler comme un mirage à travers les larmes amères de nos yeux déchirés par le froid. Et des poitrines de toute la troupe monte un grognement sauvage qui nous redresse, nous libère de ce froid mortel qui croyait nous abattre, durcit comme un poing le désir qui est encore en nous, et ce désir fou qui nous pousse à presser le pas et même à courir. Les plus solides d'entre nous courent, à s'en faire péter la rate, la baïonnette du fusil pointée sur les murs tremblants du village, les carrés mal cadenassés des portes, le silence ennemi des ruelles. Nous n'entendons plus que le halètement de nos poitrines, l'excitation de nos grolles qui dérapent sur la caillasse. Du nerf, mes braves, le village est à nous. Hurle hors de lui le capitaine, laissant les malades derrière nous, les cantines, le barda. Nous nous ruons. Pas de quartier, mes braves, pas de quartier. Nous nous ruons, tête baissée, mâchoire soudée, pendant que des portes s'ouvrent et que des pétoirs mal huilés prennent pour cible notre charge de taureaux, s'enflamment et crachent des plombs qui bourdonnent comme des abeilles à nos oreilles, sans entamer notre ruée. La nuit tombe, et avec la nuit des flocons de neige qui viennent, nous ne savons d'où. Mais qu'importe la nuit
Et qu'importe la neige, les pétoirs mal huilés n'ont pas le temps de tirer une seconde fois. Nous sommes déjà sur les hommes qui les pointent en direction de nos poitrines. Nous sommes déjà en train de leur percer le ventre, de les soulever de terre et de les tenir à bout de bras, embrochés comme des poulets. Le sang coule des ventres ouverts, gicle sur les murs, arrose les visages épouvantés des femmes et des enfants qui crient à pleine gorge. Et de maison en maison, les hurlements qui en sortent se mêlent, enflent, par leur puissance semblent vouloir arracher le village tout entier à ses racines terriennes et l'emporter loin de la malédiction de la guerre. Suffit les commentaires. Nous n'en voulons pas plus que nous ne voulons du regard extérieur de ces gens qui nous jugent et nous accusent. D'ailleurs, notre charge de taureau n'a duré que le temps d'un éclair. Pas de quoi faire une histoire. Un peu moins de 10 cadavres sont entassés à l'entrée du village, et les femmes, et les enfants, et les vieux qui nous supplient à genoux dans leur charabia berbère de ne pas les tuer. Nous ne les tuons pas. Nous nous contentons de les pousser dehors parce que nous avons besoin de leur maison pour faire du feu, pour manger de la viande fraîche et pour dormir au chaud. Et, forts de notre victoire, nous courons de ruelle en ruelle comme des diables, cherchons dans la nuit venue tout ce qui brille, tout ce qui pourrait nous rassasier au fond des coffres, l'or, l'argent, les pierres de ces colliers, bracelets et autres bagues que les marchands rachètent à bon prix à Alger. Sur les grabats, couvertures et tapis, à l'abri des silos, le grain et la farine qui nous manquent, et dans les étables, les bêtes, trépignant de peur. Il fait si noir à présent que la nuit des étables est comme de l'encre épaisse, dans laquelle nagent les yeux affolés de combien de moutons. Nous ne savons pas. Et nous n'avons pas besoin de le savoir. L'affaire est bonne et la rapine facile. C'est tout ce que nous voyons. Et c'est tout ce qui nous excite lorsque nous coinçons les bêtes entre nos cuisses, lorsque d'une main nous les forçons à relever la tête et que de l'autre main nous tranchons au poignard les gorges offertes. Du sang encore une fois, nous en avons partout. Ça nous coule sur les mains, les bras, les pantalons rapiécés, ça nous gicle dans les yeux, la barbe, ça entre à gros bouillon dans notre bouche et ça fait du bien de sentir le sang tout chaud de l'animal envahir notre gorge et ragaillardir nos entrailles. Non, nous ne sommes pas des anges, mais des soldats, foutre Dieu, des soldats! Des soldats qui ont un besoin urgent de sang, de ce sang chaud, de ce sang frais pour combattre palud, chiasse et fièvre jaune, autrement plus efficace que le sulfate de quinine qu'on vend pourtant à prix d'or aux colons pataugeant dans la puanteur des marais de Bouffarique. Alors, gorgez-vous de sang, mes braves, nous encourage le capitaine parti à la chasse aux femelles et qui tient sous son bras une jeune proie toute agitée de tremblements. Et le trop-plein de sang que nous ingurgitons nous ressort par les oreilles, par les narines et par les yeux, nous remonte à la gorge et nous force à le cracher, à le pisser, parce qu'il nous a trop vite rempli la vessie. Et pissez-le, mes braves, pissez-le! Nous ordonne le capitaine qui a coincé une deuxième proie sous son bras gauche. Nous arrosons les murs de notre urine sanglante en grognant des ordures de mots, avant de prendre par les pattes nos moutons égorgés et de les traîner dans le vent, hurlant des ruelles blanchies de neige jusqu'aux portes des maisons où nous menons grand tapage, nous autres, fantassins, saoulés de guerre, groupés par 10 et parfois 15 dans ces gourbis sans fenêtres et souvent sans étage. Un mouton par porte, pas plus. Des feux d'enfer sont allumés au milieu des pièces et nous y brûlons le bois de tout ce qui nous tombe sous la main. Ça n'a pas d'importance pourvu que ça nous réchauffe la chair jusqu'aux os, que ça nous crame les morpions, les furoncles et toute cette saleté de vermine qui nous bouffe les couilles. Oh les flammes, oh! Et dans l'ivresse de ces feux de joie, nous nous débarrassons enfin de nos hardes, jetons les pétoirs, les grolles, les pantalons et les capotes rapiécées, offrons le ventre à cette lumière réparatrice et joyeuse qui nous pousse à trémousser nos bedaines, à sauter d'une jambe sur l'autre, à éteindre, à étreindre, à
plein bras, les filles d'antan que nous ne troussons plus que dans nos rêves. Dansez, mes braves, secouez-la votre carcasse, ça fera fuir le choléra. Pendant que les moutons tout entiers embrochés cuisent sur les braises, fument et dégagent des odeurs de viande rôtie qui nous affolent, nous fait perdre la tête et nous ruer sur la viande à peine cuite. Nom de Dieu, de nom de Dieu! Nos mains plongent dans la chair ruisselante, la déchire, s'empare de la queue, des oreilles, des pattes, tire sur les os qui dépassent, farfouille dans les entrailles et en retire le cœur, les poumons, le foie et nos mâchoires plantent leurs dents voraces dans des morceaux récupérés de haute lutte, broient les muscles de la bête, lèchent le gras, sucent les moelles avant d'envoyer dans nos gosiers cette chair qui descend comme un miracle au plus profond de nos entrailles et jusqu'à notre estomac qui gonfle et s'arrondit. Et pendant ce temps, la neige qui continue de tomber s'accumule sur les épaules des femmes, des enfants et des vieillards, chassés de leur maison et qui errent comme des âmes perdues, à bonne distance du village où veillent des sentinelles armées de fusils. Chassés de leur maison, ils tournent en rond, en tremblant de froid, gémissent et pleurent, cherchent des abris et n'en trouvent pas. Finissent par se réfugier sous les branches d'un bosquet de lauriers, les femmes et les vieillards enfouissant dans leur harde les enfants, avant de se blottir, chair contre chair, en attendant du ciel un miracle qui ne vient pas. Suffit, suffit! Quel miracle devrait donc venir du ciel? Les miracles, c'est nous, soldats, qui nous en occupons. C'est nous, soldats qui débarrassons cette terre d'Algérie de ces fanatiques qui créons des villes, des routes, asséchons vos marais de malheur, inventons le sulfate de quinine, plantons des milliers d'arbres pour sucer les miasmes de vos terres maudites. Alors ne venez pas nous reprocher de forcer la porte de quelques maisons pour réchauffer nos os qui ont froid et sont fatigués. Ne venez pas nous reprocher d'égorger 4 ou 5 moutons pour donner à manger à nos ventres qui ont faim. Laissez-nous au contraire nous vautrer sur la paille sèche, nous rouler tranquilles dans la laine des tapis, nous remplir les poumons des fumées de ce tabac turc qu'on trouve à tous les étals des boutiquiers d'Alger. Si nos jours sont de plus en plus sombres et sanglants, qu'au moins nos nuits se dépoitraillent et s'ouvrent à tous les débordements de nos corps ragaillardis, crient les uns. Oui, oui, que nos nuits pétaradent, répondent les autres, qu'elles débordent de foutre et de cris étouffés, répondent et s'excitent quelques-uns. Dans sa grande bonté, le capitaine nous abandonne à minuit les femelles dont il a usé et abusé une partie de la nuit. 3 belles filles, charpentées et velues, comme nous les aimons dans la troupe, et pas farouches, résignées à nous satisfaire puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Elles sont échevelées, palpitantes, ont le ventre tout barbouillé de sperme. Toi, ton nom, Zaya, répond celle sur la poitrine de laquelle nous avons pointé le doigt. Et toi, Hayet. Et toi, Maïssa. La bouche et l'œil encore hardis, malgré les assauts répétés du capitaine, elles nous ouvrent leurs cuisses 60 fois pour que les 60 soldats de la troupe oublient leur peine et se fraient à grands coups de rein un chemin dans la forêt incendiée de leurs poils. Et ce n'est qu'au plus profond de la nuit que nous nous écroulons dans la paille et les gravats, ivres, repus, les couilles enfin vidées des désirs sauvages qui les torturaient jusqu'à la douleur durant nos combats sans fin, nos marches forcées, nos maladies. 1000 dieux, ça fait du bien. Que ça fait du bien de tout oublier, de se vautrer nu sur les reins des filles, de s'endormir dans leur chaleur, dans leur haleine rude et tendre qui nous saoule jusqu'au délire, qui nous emmaillote dans l'humidité de leurs cuisses, nous livre à leurs mains de sorcières si caressantes. Tu l'aimes, ton petit ogre? Chuchotons-nous dans le trou de leurs oreilles. Mais ces filles peuvent-elles aimer ceux qui leur sont passés dessus, ceux qui les ont forcés à accepter en elles la semence brûlante de leur barbarie de soldats? Quelle question! Qu'on ne nous dérange plus avec ce genre de questions, c'est entendu, qu'on nous foute la paix. C'est nous qui tenons le fusil, c'est nous qui marchons des heures durant sur des routes semées d'embûches, c'est nous qui mourrons de fièvre chaude, de la fièvre chaude et du choléra, alors qu'on nous laisse profiter jusqu'au bout de la queue de nos victoires,
Zaya, et toi, Hayet, et toi, Maïssa, aimez les ogres qui vous honorent. Et c'est cet amour bancal et terrorisé, mais amour quand même, qui berce nos ronflements d'hippopotame, nos grognements d'ours, nos sueurs de sconze. Et tant pis si sur les pentes des collines et des ravins il gèle à pierre fendre, pour une fois, c'est nous qui avons chaud sur notre paille et nos grabats. Foutre Dieu, c'est nous. Et quand le jour finit par se lever, quand il faut renfiler les culottes, chausser les grolles et caler le fusil sur l'épaule, nous n'avons pas un regard pour les 3 femelles blotties dans leur harde. Il fait froid, il n'y a rien de chaud à boire et la route sera longue jusqu'au Fondouc. Mieux vaut garder ses forces et ses munitions pour ceux qui chercheront par tous les moyens à nous couper la tête. Ils se rassemblent à l'entrée du village et sous les ordres du capitaine reprennent la route, glissant à chaque pas dans la neige gelée, tombée une bonne partie de la nuit et qui a enseveli dans un silence de mort tout ce qui leur était familier. Ils ne savent plus où ils sont, mais ça n'a pas d'importance. Leur capitaine est parti en avant, il suffit de le suivre. Et la troupe s'éloigne d'un pas lourd et crissant. Et, dans le village, les corbeaux et les chiens réapparaissent. Et, dans le sillage des corbeaux et des chiens, réapparaissent aussi les 3 filles. Toutes ahuries, elles s'élancent dans les ruelles, appellent à pleine gorge leurs sœurs et leurs frères et leurs mères et leurs oncles et leurs tantes et les vieux qu'elles connaissent depuis l'enfance parce qu'ils protègent de tout ce qui fait peur. Vieille Raïna, où es-tu, où es-tu? Elle crie, elle s'égosille, vieille Drora, elle trébuche dans la neige, elle tombe, elle s'écorche les genoux. Vieux Bachir, mais elles ont beau se démener, faire 3 fois le tour du village et fouiller les alentours, rien ne leur répond. Et ce n'est qu'au coucher du soleil qu'elles découvrent dans un fouillis de lauriers croulant sous la neige les corps enlacés, serrés les uns contre les autres de ceux qui étaient encore, la veille au soir, leurs sœurs et leurs frères, leurs mères, leurs oncles et leurs tantes, leurs vieux, qu'elle connaissait depuis l'enfance parce qu'ils protégeaient de tout ce qui faisait peur et qui ne sont plus que des cadavres figés pour l'éternité par le froid de la nuit d'hiver. Magnifique, vraiment. Merci beaucoup. On arrive en fin d'entretien. Je voulais juste poser une petite dernière question. Quand on lit ça, c'est un texte qui prend aux entrailles. J'imagine que même pour le lire, ça doit être quelque chose. Et pour l'écrire, alors, voilà. Non, mais quand j'entends comme ça un comédien dire ce texte avec une telle empathie, je sais pas, je me dis, mais comment j'ai pu écrire ça? Parce que je me sens pas du tout capable. J'ai l'impression que c'est un autre moi-même qui écrit de toute façon. Quand on est pris comme ça par ce genre d'écriture, c'est pas moi qui écris. J'ai toujours l'impression que c'est quelqu'un d'autre en moi qui écrit. Voilà. C'est tout mon travail en fait de tous les jours, c'est d'aller chercher la personne qui en moi écrit, voilà, mais qui n'est pas celle qui est là. Un double. Oui, un peu. Et pour la lecture, Charles, ça prend au triple. Votre titre, Attaquer la terre et le soleil, il vient d'où? De Sade. D'accord. Donc, ok. Donc, je précise juste qu'il y aura une séance de dédicace juste après. On va devoir libérer la salle pour la rencontre qui arrive. Je voulais infiniment vous remercier tous les deux pour l'émotion que je pense est palpable dans la salle. Je vous invite à continuer l'échange avec Mathieu Bellesi en table de dédicace. Et puis, merci à vous d'avoir été là. Bonne fin de festival. Merci.